est arrivé le 17 mars 2020, le confinement décrété par le président de la République française après d'autres chefs d'État en Chine, en Italie. Et donc vous pouvez comprendre, j'imagine, maintenant que vous êtes plus familier de mon appareil conceptuel, mon corpus théorique, mon sentiment de stupéfaction. Non pas devant l'émergence d'un virus. J'étais absolument pas stupéfaite que surgisse un virus. Des coronavirus, il y en a énormément et ils tuent depuis longtemps, dans l'indifférence générale d'ailleurs. Nous avons aussi des zoonoses très souvent, beaucoup en Asie mais aussi ailleurs. Nous avons, au niveau de la santé publique, nous annonçons depuis très longtemps le retour des grandes pandémies. Donc là, il n'y avait rien de surprenant à ça. Ça a été documenté sans cesse par la communauté scientifique. Donc j'étais absolument pas sidérée par l'arrivée d'un virus et par le fait qu'un virus respiratoire soit extrêmement mortel, plus mortel une année qu'une autre. C'est pas du tout ça qui m'a sidérée. Non, ce qui m'a sidérée, c'est bien sûr la surréaction de beaucoup de pays. Pas tous, il ne faut pas penser que tout le monde a fait la même chose. Contrairement à ce qu'on raconte dans des télévisions de propagande de notre pays, tout le monde a fait pareil, pas du tout. L'exemple que tu cites souvent de l'Allemagne qui n'a pas fait ça, c'est toujours intéressant puisque l'Allemagne c'est juste à côté et c'est souvent un pays considéré comme modèle. Bref, donc on a eu une surréaction incroyable, très inspirée par la Chine et puis ensuite l'Italie, au Canada, en France, en Italie, en Chine et puis dans d'autres pays. Mais c'est pas ça, moi, qui m'a sidérée, c'est le comportement de la communauté académique. À savoir son quasi-silence, qui semblait valoir consentement, acceptation, et un silence qui a duré extrêmement longtemps. Tous les intellectuels, ou presque, se sont tus, en particulier ceux qui connaissaient les questions de santé publique, ceux qui étaient acteurs en santé publique, ceux qui connaissaient tout ça, pratiquement tous se sont tus, n'ont rien dit. Alors il y a cet adage un peu idiot qui ne dit mot consent, et à l'heure actuelle, ne parlent toujours pas. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de contre-vérités sont établies, beaucoup même de mensonges d'État sont documentés, puisqu'on a la preuve que quand tel ou tel ministre disait ceci, il savait très bien que c'était parfaitement faux, puisqu'il avait des informations venues d'Israël ou d'ailleurs qui lui montraient que c'était faux, etc. Donc on a tout à fait les moyens d'établir, et pourtant un silence absolument retentissant, assourdissant s'est imposé en France, beaucoup plus assourdissant en France que dans d'autres pays francophones. Par exemple, en Belgique et en Suisse, où il y a eu aussi des mesures aberrantes, ou alors des mesures erronées, ou alors des mesures de mauvaise volonté. Tout ça, bien sûr, est arrivé dans d'autres pays. Mais il y a eu quand même des débats. Une communauté académique qui a pu se réunir, qui a pu protester, etc. En France, pas du tout. Alors moi, je me suis retrouvée un peu toute seule. Alors, je vais aller un petit peu vite parce qu'on est en retard. Mais je me suis retrouvée un peu seule, heureusement accompagnée de chercheurs, dont Christophe Pébart, avec lequel j'ai beaucoup échangé sur les rapports entre démocratie et science. Et c'est aussi pour ça qu'il est là ce soir, parce qu'on a beaucoup travaillé justement là-dessus, à l'occasion notamment de la crise Covid. Mais quand j'ai pris la parole en mon nom, alors aidée par cette communauté de chercheurs en histoire, en santé publique, etc., je me suis retrouvée un peu seule, un peu surexposée. J'avoue que je suis assez mécontente, même très fâchée, je dois dire, de voir que ce silence perdure, cette incapacité à mettre des mots sur cette expérience catastrophique perdure. Et donc, moi, je me suis engagée, quitte à en devenir pénible, à chaque fois que je prends la parole publiquement, tant que cet état de fait durera, eh bien, je continuerai à parler du Covid. Peut-être que ça va durer encore 30 ans, si Dieu me prête vie encore 30 ans, mais je continuerai à en parler à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est produit jusqu'à ce que tout le monde en parle, et à ce moment-là, si tout le monde veut bien en parler, je parlerai d'autre chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de cet effondrement ? D'abord, une dissimulation totale des conflits d'intérêts, on n'existait plus. Soudain, on est passé dans une logique où on parlait au nom du bien. Du bien avec un B majuscule. Alors, on s'est mis, la communauté scientifique, enfin, ceux qui prétendaient la représenter, s'est mis à désigner des fins aberrantes.
Je vais vous donner quelques exemples, je n'ai pas le temps de détailler. Nous allons éradiquer le virus. Vous l'avez entendu? Mais c'est absurde. Pas une personne qui connaît les coronavirus ne peut croire un instant qu'on peut éradiquer un coronavirus. Un coronavirus ne s'éradique pas, ça ne s'est jamais produit. Bon, on va éradiquer les coronavirus et on va rentrer dans une immense expérience collective pour éradiquer le Covid-19. Ça n'a aucun sens. Pourtant, c'est ce qu'on nous a raconté. Ensuite, on nous a dit on va éviter les variants. Après avoir dit c'est un virus qui ne mute pas. Tout ça est faux. Jean-François Delfrécy est infectiologue, il n'est pas virologue. Ça ne l'autorise pas à dire n'importe quoi. À ce point. Ça n'a pas de sens. Il faut savoir que le conseil scientifique ad hoc qui a été fabriqué par Macron dans la panique pour éviter qu'il y ait une conduite par les autorités sanitaires habituées à gérer les épidémies. Donc il a fabriqué ne comportait pas de virologue. Il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait beaucoup de gens du sida qui sont arrivés avec des idées autour du sida, de l'infectiologie, etc., le traitement des patients, la non-stigmatisation, mais qui étaient complètement différents. C'était une toute autre épidémie. Donc ils sont arrivés avec leurs lunettes sida et ils ont imposé des choses qui n'étaient pas du tout appropriées. Ou parfois, quand ils ont essayé de faire des choses appropriées, le président ne les suivait pas. Ensuite, il fallait faire baisser le R0 de X unités, donc des choses totalement arbitraires. Il fallait bloquer la transmission virale par le vaccin. Jamais Pfizer et Moderna n'a vendu son vaccin comme pouvant empêcher la transmission virale. Même eux n'osaient pas le dire, tellement il n'y avait aucun fondement. Ça nous a pourtant été vendu comme tel, et c'est comme ça c'est sous ce prétexte qu'on a suspendu des soignants, en disant que quand ils n'étaient pas vaccinés, ils mettaient en danger leurs patients. Mais il n'y avait aucun fondement scientifique à ces folies. Enfin, ça n'était fondé sur rien. Alors, ils ont pu penser dans un premier temps que peut-être il y avait une baisse de la transmission virale, parce qu'il y a eu une baisse de la charge virale. Pendant quelques semaines, il y a eu cette illusion, je crois, de bonne foi de certains. Mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était faux. Et ça a continué à être véhiculé partout, alors que nous savions très bien que c'était faux. Petit à petit, vous avez vu dériver toute la communauté scientifique, et tant pis pour ceux qui se sont tus, hein, après tout, il fallait parler. Même si c'est pas simple de savoir pourquoi ils se sont tus. Hein. Est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce qu'ils ont été censurés quand ils ont voulu parler? Tout ça, il faudra beaucoup, beaucoup d'études historiques pour l'établir. En tout cas, la fin, à la fin des fins, était que la population croit au vaccin, c'est-à-dire à la science. Inculquer à la population la croyance, il faut croire au vaccin. Rappelez-vous, c'est ce qui était dit. Vous devez y croire. Et pourquoi? Parce que c'est l'indice que vous croyez dans la science. Donc à la fin, on s'est mis à avoir un discours parfaitement religieux, c'est-à-dire en trahison totale de la révolution scientifique des temps modernes, qui refuse, c'est bien comme ça qu'elle se signale, qui refuse tout argument d'autorité, qui refuse l'argument de la foi, de la confiance, de la croyance. Précisément, on entre dans une démarche rationnelle scientifique quand on refuse de s'appuyer sur la foi. Et là, on est arrivé à l'idée que la science, c'est le bien, donc il faut y croire et donc il faut se soumettre. Alors, on a bien sûr eu une manipulation extrême de l'expertise avec son petit côté atomique. Donc, quand les pouvoirs politiques voulaient enfermer tout le monde, on appelait des infectiologues, qui forcément expliquaient qu'il fallait enfermer tout le monde. Et quand ils voulaient tout réouvrir, on appelait des psychologues ou des pédiatres, qui expliquaient qu'il fallait forcément tout réouvrir. C'est facile d'instrumentaliser un expert qui ne parle que de son petit morceau et qui ne regarde pas avec la population dans son ensemble les dynamiques sociales dans leur ensemble. Donc on a eu une caricature, poussée jusqu'à l'absurde, de la manipulation de la science par la voie de l'expertise. Et on est entré dans la logique la plus caricaturale de la data, avec des données auxquelles plus personne ne comprenait rien. On est allé au maximum de la boîte noire, où les soignants sont devenus des prestataires exécutant des guidelines déterminés par des autorités, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas pourquoi, et exécutant des actes auxquels ils comprenaient eux-mêmes rien du tout. Donc ils ont vacciné à tour de bras, exécuté en fait des commandements auxquels ils ne comprenaient rien, à tel point qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer que si le Covid revenait sous une autre forme, etc., il n'y a aucun savoir clinique développé par les soignants de cette épidémie, puisque ça leur a été tout simplement impossible, puisqu'ils étaient là comme exécutants de décisions relevant finalement d'une gestion des datas algorithmiques quasi automatisées par des arbres de décision, par des
par des guidelines. Hein, voilà. Donc, on a là un effondrement, et c'est la raison, c'est pourquoi, enfin, comment c'est possible. Alors, j'avais une clé pour le comprendre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans les 2 tracts Démocratie en pandémie et santé publique année zéro, que j'avais développé dans Il faut s'adapter, le livre sur le nouveau libéralisme autoritaire. Et j'avais montré qu'en fait, on avait déjà cette vision de la science dans ce nouveau libéralisme autoritaire, à savoir que, oui, la science existe, mais elle n'a de sens que pour réaliser le bien commun qui est la mondialisation du monde, qui permet l'innovation, hein, et qui permet l'ouverture permanente des marchés. Et donc, on a un solutionnisme technologique qui va s'imposer en lieu et place de la logique de la science. Et c'est pour ça que, face à une épidémie, on va chercher une solution hyper technologique, hein, qui va être très bien remplie par l'ARN messager qui surgit à ce moment-là, et la digitalisation. Donc, on est dans une vision typiquement néolibérale de la science et de la résolution des crises. Nous dégradons en permanence notre environnement et nous fabriquons en permanence les moyens hyper technologiques et extrêmement coûteux sur le marché de réparer nos dégâts, hein, par donc des vaccins qui coûtent extrêmement cher, une digitalisation qui permet d'engraisser un capitalisme numérique financiarisé, etc. Et comme vous l'avez vu, à l'issue de cette crise Covid, les économies réelles sont dévastées. Le capitalisme financiarisé a explosé dans ses bénéfices. C'est extrêmement clair. Donc on a eu bien sûr cette vision-là de la science, une instrumentalisation donc, par les dirigeants, par les leaders, des experts qui sont au service de ces nouvelles fins. Et enfin, l'idée que le peuple, revenons à la démocratie, hein, le peuple n'est pas un peuple parce que le peuple n'existe pas. C'est une fiction, hein, des démocrates naïfs. Nous n'avons que des publics ou des populations. Et ces populations, elles sont incapables, elles n'ont pas de compétences épistémiques. Elles sont par principe irrationnelles. Elles sont par principe irrationnelles parce qu'elles sont par principe inadaptées au changement. Donc les populations, donc les Français, mais aussi tous les autres, alors les Français en particulier, parce qu'ils souffrent d'une histoire qui les handicape tout particulièrement, parce qu'ils sont dans le ressentiment révolutionnaire, etc. Mais toutes les populations sont décrétées incompétentes sur le plan épistémique, parce qu'elles sont rétives au changement, elles ont peur de l'innovation, et elles ont toutes sortes de biais qui les conduisent à rejeter le nouveau, à être dans la défiance. Et donc, tout l'enjeu va être de rééduquer, réadapter, finalement, le savoir va devenir quels sont les moyens permettant de conduire les populations dans la bonne direction. Et toute la communauté académique va être réquisitionnée pour produire ce qu'on appelle cet accompagnement sociétal de l'innovation et du changement. Et il sera donc parfaitement logique qu'à la fin, ce soit des cabinets de consultants spécialisés en sciences comportementales, en psychologie comportementale, comme la BVA Nudge Unit, qui a fabriqué la fameuse auto-attestation de sortie. Voilà, hein, l'auto-attestation de sortie n'est pas du tout une fabrication des juristes. Pour tous les juristes, c'est une horreur. Hein, c'est une dégradation totale du droit français. C'est incroyable que le Conseil constitutionnel ait laissé passer tous ces monstres juridiques. D'abord ça, puis le pass vaccinal, le pass sanitaire, le pass vaccinal, etc. Mais donc d'abord avec la BVA Nudge Unit, donc l'idée c'est de conduire par des techniques comportementales les populations dans la bonne direction, celle qui est décidée par les dirigeants qui savent que la direction est celle que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et puis bien sûr le fameux cabinet McKinsey qui a lui servi à permettre d'élaborer une stratégie pour que les Français acceptent le changement, l'innovation, la vaccination massive, la digitalisation, etc., le QR code, le pass sanitaire. C'est eux qui ont pondu ça, non seulement à la France, mais aussi à plein d'autres pays. Et donc, à la fin, le savoir, c'est ça. Le savoir, c'est l'économie de la data au service de l'innovation et la conduite des populations pour qu'elles s'adaptent à cette innovation. Donc, évidemment, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi, dans ces conditions, on assiste à un effondrement à la fois de la démocratie et de la science. Et ce n'est pas un effondrement en fait soudain. Il prend ses racines dans le nouveau libéralisme autoritaire qui nous colonise tous
et qui nous conduit à adhérer à cette catastrophe de la gestion du Covid, qui par ailleurs a été en France désastreuse, puisqu'on a eu énormément de morts du Covid, énormément de victimes. On a des chiffres particulièrement mauvais dans tous les classements internationaux. Donc en plus, c'était parfaitement inefficace.